terminons ici ce chapitre 4 maintenant sur l'énergie du cœur. Donc en résumé, vous l'avez compris, en médecine traditionnelle chinoise, on dit que l'énergie du cœur, commande au vaisseau sanguin, donc s'il n'y a pas de bonne énergie dans le cœur, il n'y aura pas forcément une bonne santé au niveau de la fonction cardiaque et au niveau des vaisseaux. Et puis 2, le cœur contient le chêne, on l'a vu déjà, hein. Donc il a la fonction de donner l'impulsion au sang afin que celui-ci circule facilement dans tout le réseau vasculaire. C'est ce qu'on appelle le qi, on appelle ça l'énergie. Je vous rappelle que le sang est associé à l'énergie. Donc lorsque le qi du cœur est abondant, eh bien le sang circule sans arrêt et peut bien sûr répondre à tous les besoins de l'organisme. La force ou la faiblesse du cœur eh bien, se reflète à la fois dans les variations du pouls qu'on peut sentir avec les doigts, les Chinois font ça hein, par exemple, mais aussi dans les changements du teint du visage, par exemple. On dit que si le qi du cœur est abondant, alors les vaisseaux sont remplis, et ainsi le pouls est tranquille et soutenu. Le teint va être rosé, hein, brillant, d'où l'expression avoir l'éclat du cœur qui s'affiche au visage. Mais si le qi du cœur est insuffisant, alors le sang va faire défaut au cœur. Et là, le pouls va devenir un peu plus faible, même vide parfois. Le teint est blanc, pâle, sans éclat. S'il y a disparition soudaine de sang du cœur, alors le changement de couleur du visage est encore plus visible. Hein. C'est terne. Et quand il y a épuisement du sang, le teint est carrément blanc, gris. On sait que le cœur contient le chêne, qu'on appelle l'esprit. Mais surtout pas le mental. L'esprit, c'est pas le mental. Hein. Et le chêne, dans son sens profond, désigne la manifestation extérieure de l'activité vitale du corps aussi. Au sens plus étroit, il représente la conscience, qui est donc commandée par le cœur, la connexion avec le cœur. Le grand esprit, c'est la relation ou la connexion avec le céleste, avec le divin. Donc selon la conception des Chinois, eh bien, l'élément psychique du cœur, inséparable au cœur, et c'est inséparable, ils disent que le cœur gouverne les opérations mentales et le cerveau les exécute. Ce n'est pas le cerveau qui commande. Vous voyez qu'on est loin ici d'avoir compris en Occident comment ça se passe, mais alors très loin. Entendez bien ou retenez plutôt que cette subtile distinction, le cœur est le logis de l'esprit. Et les textes anciens médico-chinois disent que le cœur abrite le chêne, ou le divin. Encore une fois, faites bien la différence entre l'esprit divin dont nous parlons, et bien le mental aussi qui n'est pas l'esprit, le mental qui est la cervelle. Cette notion de chêne est très subtile mais correspond vraiment à des réalités physiologiques cliniques. On va en voir plus tard, vous verrez. Prenons un exemple déjà maintenant. Le chêne se manifeste dans le regard, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit. Non pas dans la couleur des yeux, hein, mais plutôt dans la profondeur et dans la tranquillité du regard, de ce qu'il exprime. Si vous avez déjà vu cela, hein, il vous est peut-être déjà arrivé d'être émerveillé par la profondeur de regard de quelqu'un, eh bien vous avez ici l'émanation de la source dans son regard. Le Sowen nous dit que lorsque le chêne est dans son logis, eh bien le verbe et le regard sont sereins. J'adore cette phrase. Le cœur est l'esprit, est le logis de l'esprit. Le cœur, c'est la source en fait. Vous observez ici avec ce discours que le petit chêne de l'être humain, est maintenant connecté au grand chêne cosmique, au grand chêne céleste qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la source. On est relié par le cœur, si vous voulez. Et c'est cela qu'on appelle la prise de conscience. Hein. Lorsque vous prenez conscience, c'est de cela qu'on parle. C'est que vous êtes en pleine connexion avec votre petit chêne et le grand chêne. Ce n'est pas une compréhension qui se fait avec le mental. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est une évidence qui surgit en vous. Quand on est connecté à la conscience, tout est évident. Ça vous apparaît comme une vérité. Et pour chacun de nous, c'est pareil. C'est parfois, évidemment, un long chemin pour arriver jusque-là. Hein. C'est un long chemin que nous sommes venus expérimenter dans la matière, dans cette incarnation 3D. Nous devons découvrir cette connexion au céleste. Lorsque le sang et l'énergie du cœur sont bien équilibrés entre le yin et le yang, eh bien le raisonnement devient clair. En revanche, une diminution du sang du cœur peut entraîner par exemple des insomnies ou des rêves complètement tordus, ou de l'agitation mentale, on rêve de tout et n'importe quoi, c'est complètement débile comme rêve. Hein. Comme l'ouverture du poumon à la face et le nez, vous le savez déjà, je vous l'ai dit, l'ouverture du cœur à la face, ça correspond à la langue.
La langue qui fait le lien entre l'organisme intérieur et tout ce qui est à l'extérieur. Encore une fois, ce sont toujours pareil, ce sont les deux premiers organes qui apparaissent dans le fœtus humain, le cœur et la langue. Et la langue, c'est le verbe, le logos, la vibration. La clarté de l'expression verbale va donc refléter aussi votre équilibre énergétique du cœur. Quelqu'un qui parle bien a un cœur qui est en bonne énergie. La pathologie du cœur peut donc se manifester au niveau de la langue aussi, avec tous les troubles, notamment des troubles de la parole, comme l'aphasie, comme les défauts d'élocution, comme les gens qui parlent d'une façon absurde, ou les élocutions un peu babillantes, un peu hésitantes, voyez, ou le bavardage, le moulin à parole, tous les gens excités, qui n'arrêtent pas de parler. Le langage confus, hésitant, incohérent, par exemple, un peu comme quand on est bourré dans un état d'ivresse. Eh bien, tout cela, c'est souvent lié à une lésion, on va dire, au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle les attaques cérébrales, ou des pathologies neurologiques, comme le mutisme aussi, par exemple. Et si vous voulez aider le malade à retrouver un état plutôt équilibré, il ne s'agira pas, d'aller travailler sur sa langue ou sur sa façon de parler, ou de le droguer carrément. Il y en a qui le font pour calmer l'agitation. Non, si vous voulez vraiment aider ce type de malade, et on le fait en homéopathie, eh bien, il faudra comprendre que le problème, il est ailleurs. Vous allez voir avec l'état énergétique du cœur et vous trouverez le problème. Parce que c'est toujours associé au foie, la plupart du temps, et au cœur. Le foie, je vous rappelle que c'est le bois qui nourrit le feu. Le cœur, c'est le feu. Donc l'état énergétique du cœur, ça veut dire tout simplement que la souffrance, elle est dans le cœur. Il faut aller chercher le foie et le cœur, c'est-à-dire la foi et l'amour. Donc vous comprenez que tout ce que j'essaye de vous dire, derrière tout ce message codé, plus ou moins, c'est qu'il faut aller discuter avec son malade, trouver sa souffrance, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie, qui lui a fait mal dans son cœur et dans sa foi. Et ça ne sert à rien d'avoir des électrocardiogrammes ou des analyses de je ne sais quoi, d'accord? Quand le sang du cœur est insuffisant, eh bien la texture de la langue, ça se voit, elle est aussi blanche, elle est aussi pâle, ça manque de rougeur. Quand le feu du cœur, lui, est en expansion, vous allez voir que la langue présente autre chose, des ulcérations, même parfois des fissures, ou bien la pointe est toute rouge comme une petite fraise. Et s'il y a stagnation du sang du cœur, alors là, la langue va devenir pourpre, violacée, avec des possibilités parfois d'échymose ou des taches foncées sur la langue. Et si la chaleur pénètre l'enveloppe du cœur, alors là, je vous dis pas c'est la cata, parce que là, les glaires vont venir obstruer le cœur et la langue sera rapidement raide, avec une élocution difficile. Là, on est dans des cas pathologiques très graves. Et voilà comment nous expliquent les Chinois les problèmes de la langue et le cœur. Donc nous voyons ici que la MTC, elle tient compte du reflet de la couleur de la langue sur le plan énergétique. Un teint plutôt rouge va orienter vers une tendance yang, vous l'avez compris, et éventuellement un syndrome d'excès. Alors que le teint plutôt pâle orientera vers une tendance de yin, un état énergétique plutôt de vide, et notamment de vide du sang. Voilà. Je reprends l'exemple d'une personne qui serait par exemple en diarrhée mentale avec une pensée incessante qui n'arrête pas de te parler, d'agiter au niveau du mental, vous l'avez compris. Eh bien, l'activation cérébrale va augmenter et moins vous mettrez de distance avec la pensée, eh bien, plus la pensée va créer le problème. Et de fait, vous allez vous identifier à ce problème, avec votre cerveau. Vous allez vous identifier au mental qui tourne en boucle encore et encore dans votre tête pour trouver une solution. Et là, en fait, vous devenez confus. C'est là où on dit « je suis perdu ». C'est la première étape alchimique, le plomb. Je suis plombé, je suis complètement plombé. Et ce qui va se produire, eh bien, en fait, c'est une aggravation de cet état de confusion. Parce que oui, la situation d'excès, la situation d'agitation mentale, si elle perdure, waouh! Alors plus cette personne va se déséquilibrer, va déséquilibrer son état énergétique, comprenez alors, et que la rate va devenir complètement perverse, puisque le mental est relié à la rate. Elle est reliée à l'agitation du mental. Et donc tout ce qu'elle va contrôler, tout ce qu'elle contrôle, la rate va forcément en pâtir. L'énergie de la rate contrôle le système endocrinien. Elle contrôle le système ou la qualité du sang, le système immunitaire. Et pareil pour le foie, c'est exactement la même chose. Si le foie est agressé par la rate, vous savez que la rate est en lien avec le foie et qu'elle va se rebeller contre le bois dans le cycle de domination, on l'a vu dans les chapitres précédents. Eh bien dans ce cas-là, ce déséquilibre va produire ce qu'on appelle une stagnation de l'énergie du foie et va engendrer l'anxiété, il va engendrer la dépression, la gorge nouée, envie de pleurer,
associé bien sûr à tous les troubles digestifs, parce que c'est le foie, avec les nausées, les éructations et la mauvaise haleine, enfin tout ça. Hein. Et vous vous souvenez que si l'énergie de rate est beaucoup trop dominante, elle va naturellement se retourner contre le foie. On dit que la terre se rebelle contre le bois. Donc, la stagnation du foie va continuer à s'accroître et si le mental ne lâche pas, la stagnation du foie va alors, avec le temps, puisque la situation va un peu durer dans le temps, cette situation va se transformer en ce qu'on appelle un feu du foie. On reverra tout ça en détail. Hein. C'est une chaleur qui monte à la tête, avec des infections oculaires, avec des rêves, des acouphènes, des maux de tête, enfin l'horreur. Et pire encore, si le déséquilibre continue de se dégrader et s'accentue encore, on va atteindre ce qu'on appelle le vent du foie qui va s'installer et qui va produire des vertiges, des éblouissements, des maux de tête encore plus insupportables, voire des tremblements, même des spasmes ou des engourdissements. Voire ce qu'on appelle aussi la spasmophilie, tout ce qui est crise d'épilepsie, les AVC, etc. Donc nous reverrons tous ces désordres du foie quand on parlera effectivement de l'organe foie, mais vous voyez que c'est en lien déjà avec le cœur et un peu la rate. Mais imaginez plutôt un patient malade, alors on va dire certainement à cause d'un conflit émotionnel compliqué. Donc, un malade qui arrive super agité, hein, qui n'est pas serein du tout, pas capable de calmer son mental, qui parle, qui est agité, incapable de trouver une immobilité intérieure ou une stabilité intérieure, hein, et ce patient vous dit qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Hein. Alors vous avez compris que en fait c'est un gros agité du bocal. Comment pourrait-il être dans l'amour? Maintenant que vous avez compris cela, comment dans un tel déséquilibre énergétique, il pourrait être connecté à son petit chêne et à son grand chêne? Est-ce que les chênes peuvent communiquer? Vous comprenez pourquoi je vous dis que la plupart des maladies, en fait, sont auto-créées. Il suffit juste de changer sa façon d'appréhender les situations compliquées de la vie. Si on sait les regarder autrement que par le petit prisme du bout du mental, eh bien notre vie n'est plus la même, elle est radicalement différente. Donc oui, nous avons la possibilité de le faire. Nous sommes connectés avec le grand chêne, et il suffit d'aller vers le petit chêne, ce qu'on appelle à l'intérieur de nous, mais le tout, c'est bien sûr de connaître l'accès. Et comment avoir accès à ce qui est au-dessus de notre mental, au grand chêne, au céleste? Comment se connecter au petit chêne, au soi, et de regarder cet espace de paix? Vous passez un agréable moment dans votre journée, la vie est merveilleuse, Hakuna Matata, tout va bien. Et puis le lendemain, vous expérimentez une situation compliquée, c'est détestable, ça vous met en colère, ça fait monter la bouffaïs, les émotions, et là, ça y est, votre vie devient nulle, quoi que vous fassiez, ça changera rien, de toute manière, c'est toujours pareil, c'est toujours le même bordel, etc., etc., il y a des hauts, il y a des bas, vous n'y croyez plus, vous baissez les bras, et le mental, bla, 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 et en fin de compte, vous replongez littéralement dans votre problème. En clair, vous comprenez que la façon dont vous allez vous identifier à tous ces personnages que vous allez vivre, eh bien, va générer en vous une mauvaise nourriture quelque part, hein, une forme d'agitation mentale, sans aucun contrôle possible. Et ça, c'est le manque de conscience qui fait ça, le manque de clarté d'esprit. On dit aussi le manque de discernement. Si vous jouez un rôle qui n'est pas en accord avec celui que vous êtes, au plus profond de vous-même, alors c'est votre mental qui va prendre le contrôle. Vos pensées vont prendre le dessus sur vos ressentis de cœur. Votre cerveau, qui n'était qu'un outil à votre service, en fait, devient par délégation à votre insu, j'ai envie de dire, et il va se raconter l'histoire, il devient le patron. Et il va vous donner toutes les réponses à la con que vous voulez pas, il va vous faire tourner en bourrique, et là, c'est une mutinerie, quoi. C'est ainsi que vous allez perdre le contrôle de votre vie. Le mental prend les rênes, et vous perdez les commandes. D'accord? Et vous ne pouvez plus vivre ce que vous voulez, bien sûr. Et vous allez croire, par exemple, à 100% toutes les absurdités que votre mental programmé vous raconte. Et il va vous en raconter. Et vous êtes complètement perdu. Alors retenez que le mental fait partie de notre corps. Oui, il réfléchit tout le temps. Oui, il crée des pensées tout le temps. Oui, il est constamment avec nous. Il habite chez nous, dans notre corps. Et c'est impossible de vous en séparer. Oui, c'est vrai. Le mental nous trompe, car il a beaucoup trop d'imagination, vous avez compris. La raison pour laquelle notre mental continue sans cesse avec d'incontournables pensées là, hein, en fait, il nous identifie à tous ces personnages
que nous ne sommes pas. C'est du bourrage de crâne, si vous voulez, la torture chinoise. Et si nous supprimons nos fausses identifications, nos fausses pensées, alors le mental devient juste un miroir. En fait, il ne fait que réfléchir comme un miroir, il ne dit plus rien, il reflète. Il reflète simplement l'image qui est en face. Et c'est ainsi que cela devrait être. Le mental est un mécanisme, et il fonctionne mieux seulement quand il a la clarté en lui. Le mental n'est pas là pour imaginer toutes sortes de scénarios ou répéter tout ce qu'on a lu et appris par cœur. Il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour critiquer, non. Il est là pour nous donner de la clarté d'esprit et nous faire surfer facilement sur les vagues de la vie. Mais nous nous sommes identifiés avec tellement de choses que ce mental n'est qu'une boule de confusion aujourd'hui. Et bien sûr, tout le monde vient me voir pour me dire comment j'arrête mon mental, comment j'arrête tout ce blabla incessant dans ma tête. Impossible de l'arrêter. Impossible. Maintenant, il va falloir faire autrement. C'est un peu comme si vous aviez trop mangé, voilà. Et il va falloir faire sortir tout ce trop-plein. Donc, il faut essayer de méditer, mais vous allez voir que méditer à la maison, avec des amis, vous allez penser à votre famille, en fait, vous n'arriverez pas à l'arrêter, même en méditant. Pourquoi ? Parce que la méditation, c'est mental, encore une fois. Et vous allez vous identifier à toutes ces choses qui vont passer dans votre tête. Pour pratiquer la méditation, il faut une personne pour le faire, vous êtes d'accord ? Donc celui qui médite, c'est encore une personne, c'est encore un nouveau rôle du développement personnel. Je médite et j'essaye de... Non. Est-ce que l'être-té a besoin d'une personne pour pratiquer ? Est-ce que le soi a besoin de pratiquer ? Alors nous répondrons à toutes ces questions bientôt dans les ateliers du soi, mais vous verrez que non. Et vous verrez que vous cesserez de vous identifier. Vous ne pouvez pas contrôler votre mental. Mais c'est lui qui va commencer tout doucement à s'effacer de plus en plus lorsque vous serez installé dans votre soi véritable. Plus personne pour écouter le mental. Le mental, il se tait, tout simplement. C'est comme ça qu'on le fait disparaître. Il s'agit, vous l'avez compris, de prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous n'êtes pas. Et je vous donne ici un exemple. Là, maintenant, au moment où je vous parle, au moment où vous visionnez cette vidéo, votre identité fondamentale est votre corps. Ok ? Mais pourtant, personne n'a jamais dit « je suis le corps ». Mais nous sommes tous identifiés et on s'est tous approprié ce corps comme étant nous. Vous vous êtes identifié au rôle, par exemple, d'étudiant qui regardait la vidéo, par exemple, ou aux vêtements que vous portez aujourd'hui, ou à votre coiffure. Vous vous êtes identifié à votre famille, à votre épouse, à vos enfants, à votre éducation, à votre couleur de peau, à votre couleur politique, à votre nationalité, bref, à votre religion, si vous voulez. On s'est identifié, mais à de nombreuses choses. Mais avec toutes ces identités, comment voudriez-vous calmer votre mental ? Une telle chose n'est pas possible. L'idée pour se désidentifier, c'est dur à dire, est juste de créer de la distance entre vous et le mental. Créer un espace, mais ne pas lutter contre le mental. Soyez conscient de son jeu, ne jouez plus avec lui, c'est tout. La chose à faire, c'est simple, c'est de vous éloigner de tout ce qu'il vous raconte. Il restera pour un temps un peu bruyant, il continuera à parler, mais plus vous mettrez de la distance entre vous et lui, et plus il finira par se taire. Voilà. Si vous arrêtez de lui prêter votre attention, alors vous resterez qui vous êtes, vraiment. Et lui va se taire. C'est votre cœur qui va parler ensuite. Jamais le mental, le cœur dit toujours la vérité. Utiliser le mental, c'est confortable, mais c'est pas la vérité. En faisant cela, vous allez pouvoir voir, par exemple, que tout ce que vous allez choisir dans votre vie va changer. Vous allez enfin peut-être pouvoir goûter à un espace différent à l'intérieur de vous qui va commencer à émerger doucement, à ce que vous vivez et surtout à ce que vous allez ressentir, votre soi. Et cela est bien plus beau et bien plus heureux que tout ce que vous pourrez penser ou imaginer avec le mental. C'est là que vous allez enfin pouvoir être véritablement directement connecté à ce qui vous entoure, au champ quantique, à l'énergie du ciel, à tout ce qui est autour de nous. Nous sommes le un, vous êtes le un. Et tout est en nous, tout est en vous. Le grand chêne aussi. Le grand chêne désigne le céleste, vous l'avez compris, mais le céleste qui passe par le cœur de l'homme, par le petit chêne.
Et s'il fallait retenir une seule chose ici, eh bien retenez que l'énergie du psychique, du cœur, le petit chêne, réalise la synthèse de toutes nos activités psychiques. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui sort de votre mental doit maintenant passer par le cœur, par le filtre du cœur, pour être alchimisé. Cette activité psychique est soutenue maintenant par l'énergie du cœur, l'élément feu, comme le creuset de l'alchimiste, pour transmuter la matière première en lumière. Cette fonction psychique du cœur est le point de jonction entre l'énergie primitive céleste, ce qu'on appelle le grand chêne, et l'être humain, doté d'un petit chêne qui représente l'intelligence globale, qui représente l'esprit de synthèse, l'illumination véritable. On appelle ça le flash intuitif, la solution immédiate. Certains parlent d'intuition vraie. Il représente la conscience, l'ouverture aux autres, ce qu'on appelle aussi l'altruisme, ou la relation juste avec le monde extérieur. Le petit chêne, c'est la bonté, c'est le devoir, le respect et l'amour, la joie de vivre à cœur ouvert, comme on dit. Chêne est en relation intime avec toutes les autres fonctions de l'organisme humain. Vous allez découvrir au fur et à mesure qu'on va développer tout cela. Il apporte la conscience, amour et sagesse à tout l'organisme. Donc les textes sacrés disent aussi que l'intelligence de chêne se développe encore plus vite si l'on vit à cœur ouvert et pour faire le bien autour de soi. On attribue aussi à chêne la joie, l'intelligence globale, la pensée synthétique, pas la pensée mentale, mais aussi les rires, les chants. Et les insuffisances du chêne vont se traduire par un manque d'esprit, un manque d'esprit de synthèse. On ne voit plus bien les aspects profonds de la réalité, on discerne plus correctement. Le vide de chêne, c'est l'apparition des angoisses, par exemple, l'esprit de solitude. On va s'éloigner des autres, on s'isole et on est peu sociable. On a du mal à s'ouvrir aux autres, par exemple. Et cela peut aller jusqu'à tout juger par rapport à l'identité que nous avons de nous-mêmes. Donc ça va loin. On connaît plein des gens comme ça. Ça devient même de l'égoïsme qui apparaît. Et la misanthropie, pourquoi pas, voire la méchanceté. Et là, il n'y a plus du tout de conscience. La conscience du devoir, il n'y en a plus. On arrive dans l'avarice, dans les envies, dans l'avidité. Bref, on ne discerne plus le bien du mal. Et vous voyez ce que produit le manque de chêne chez un être humain. Les excès du chêne, à l'inverse, peuvent donner aussi un esprit de synthèse trop développé, trop de réflexion. C'est l'organisateur à outrance, par exemple. Il pense à tout, il anticipe tout, il n'a aucune détente cérébrale. Et il pense jusqu'à faire de l'insomnie, ça aussi. Sa conscience morale est poussée à l'extrême. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Il est surexcité. On aura forcément de l'hilarité alors qu'il n'y a rien de drôle, des excès de rire, une générosité parfois démesurée aussi, complètement détaché des choses de la vie, des choses vraies. C'est quelqu'un qui va par exemple rechercher par tous les moyens des contacts avec les gens, avec tout le monde. Il passe son temps à s'occuper des autres. Mais là aussi, vous comprenez que l'excès n'est pas forcément la meilleure des choses à avoir. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Donc si je voulais vous parler de la symbolique du cœur avant qu'on se quitte, nous pourrions y passer aussi des heures, tellement il existe des troubles, des pathologies du cœur, et toutes les maladies de sang, en sont par exemple l'anémie, les hémorragies, je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, purpura, qu'est-ce qu'on a dit aussi Ah oui, j'ai pas parlé des thromboses, l'artériosclérose, tout ça, c'est maladies de cœur aussi. Les troubles des vaisseaux sanguins, toutes les maladies de cœur, comme l'angine de poitrine, j'en ai pas parlé, ou des crises cardiaques, en passant bien sûr par tous les troubles du rythme, tout ce qui est arythmie, palpitations, tachycardie, tout ça, là, ou les insuffisances cardiaques. On trouve toutes sortes de douleurs cardiaques. Bref, ce serait trop long ici à vous développer. On n'est pas là pour faire non plus tout le truc médical. Nous en reparlerons au fur et à mesure de la phase opérative, vous avez compris. Mais je vais tout de même vous donner quand même quelques précisions, si vous le voulez, sur la concordance psychologique des affections du cœur en général. L'appareil circulatoire symbolise en fait une présence chaude et sûre à l'intérieur de soi. Vous l'avez compris, le petit chêne. Une énergie vitale bouillonnante qui se propage dans le sang par la force motrice du cœur, la pompe. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit tout cela et je vous ai dit que l'énergie et le sang étaient indissociables. Donc le sang, symbolise le désir.
l'amour, la joie de vivre, le sentiment d'amour, danser librement, être lumineux, c'est la manifestation psychique directe en fait de la joie de vivre, hein, et avoir des expériences de joie. Tout ceci a existé depuis toujours dans l'être humain et qui était déjà présente bien longtemps avant notre essence consciente dans le système tridimensionnel, j'ai envie de dire. Le sang et l'appareil circulatoire, eh bien, symbolisent ce qu'on appelle la présence volontaire dans le corps. C'est beau, hein? Cette présence volontaire qui peut engendrer finalement, grâce à cette transition, en fait, un corps nouveau. Grâce à la sagesse consciente et à l'amour, pour vous comme pour les autres, pour toute l'humanité, eh bien, l'être humain peut évoluer vers ces nouveaux états, qu'on appelle ces états du cœur. Le cœur symbolise l'inspiration et il est la traduction de l'autorité, de notre ressenti. Il représente une confiance profonde de la force en nous, hein, pour nous ancrer, par exemple, solidement sur la terre et de vivre la conscience du soi. Voilà, c'est très important le cœur. Le cœur pousse le sang, bien sûr, dans une seule direction. C'est le sens de la vie. C'est là que on doit être conscient de cela, parce que si on bloque nos fausses croyances, eh bien cette joie et ce sentiment lumineux sont toujours en nous. Et l'appareil circulatoire eh ben, va pousser tout cela. Mais si on n'est pas conscient, ça ne fonctionne plus, ça va dans le mauvais sens. Et ça va avec tous les problèmes qui vont découler derrière. Donc retenez que la conscience, les sentiments, les pensées sont les véritables moteurs du sang. C'est notre jeu en fait, ce jeu vigoureux et plein de joie qui est capable de modifier l'énergie et donc tout le corps et de le rendre presque immortel, j'ai envie de dire. Le cœur et la circulation sanguine symbolisent l'énergie vitale, la force vitale, le magnétisme terrestre, on peut dire, la chaleur solaire. Vous avez des gens, ils sont solaires. C'est ce jeu qui met sa couronne, hein, et qui parle dans son royaume, en lui-même, en son nom. Et il symbolise en fait l'impulsion irrésistible de l'être humain, l'impulsion à avancer, hein, avancer sans cesse et à entrer dans les nouvelles voies avec amour. Hein. Si on croit que la vie est tout le temps une lutte et qu'il faut tout le temps se battre pour gagner sa vie, alors on se prive de tout cela. On prive notre sang de cette nourriture qu'est l'amour, la joie, tout ce désir de vivre. Et en fait, nous mourrons. Notre cœur est notre sanctuaire à l'intérieur de nous. C'est important de nous retourner vers lui, vers sa lumière maintenant. C'est l'époque, c'est ce que je vous dis, l'involution. Nous pouvons nous fier à cette énergie puissante sans aucun problème. Nous devons chérir ce sanctuaire à l'intérieur. C'est de là que notre être peut se nourrir au niveau de la source. Nous pouvons nous fier à ce mécanisme inconscient, croyez-moi, et il n'y a rien à faire, encore une fois, juste à être, à lâcher prise. Le cœur battra aussi longtemps que le je souhaite vivre sur Terre, croyez-moi, consciemment ou inconsciemment, mais c'est comme ça que ça fonctionne. À la fin de cette première phase initiatique, eh bien, j'espère que vous aurez enfin découvert qui est ce je. C'est mon souhait pour chacun de vous. Donc, pour conclure ici sur l'étude du cœur, on va faire un peu court maintenant. Retenez que cette phrase, une seule phrase, soyez dans l'amour de tout, le plus souvent possible, et ainsi votre pensée va créer sans cesse cet état de paix, et donc cet état de bonheur permanent. Ce que tout le monde veut, ce que tout le monde cherche, c'est ça, être heureux. Alors, je vous laisse ici. On fait une petite pause. N'hésitez pas à voir et revoir ce cours, à l'entendre et à l'entendre encore. C'est très important puisque c'est le socle, en fait, de tout ce qui va suivre dans les autres modules. Et encore une fois, ne donnez pas cela à votre mental. Je veux dire par là, n'apprenez rien par cœur, ça sert à rien. Laissez-vous juste imprégner par tout ce qui est dit. Parfois, je bafouille, parfois, je parle trop vite. Tout ce que je vous partage, écoutez-le et réécoutez-le encore. Vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Et vous saurez, votre âme, elle va savoir retenir ce qui est bon pour elle. Voilà. Nous sommes tous des âmes différentes. Et notre âme est là pour expérimenter, mais pas le cerveau. Hein. Souvenez-vous que le cerveau, c'est juste un outil. Sortez de cette ancienne méthode scolaire obsolète là qu'on nous a apprise par cœur. Sortez du programme, en fait. Hein. Ça nous rend ignorants. Nos âmes savent. Nos êtres sont bien plus puissants que nos cervelles, croyez-moi. Et je sais que vous commencez maintenant à mieux comprendre ce que je vous dis ici. Voilà. Donc je vous retrouve dans le chapitre 5 et je vous dis à tout de suite.